Ça, c'est une GT-R 35 de 2009, c'est les Black Edition. Depuis 2007, depuis sa sortie, elle s'est vraiment forgé une super réputation. Certains la nomment Godzilla, notamment de base, c'est surtout les R32, mais voilà, elle s'est vraiment forgé cette réputation, notamment au niveau de la performance. C'est vraiment cette performance qui a marqué les esprits, et là je parle aussi de toutes les générations de manière générale de GT-R. Face à la concurrence surtout européenne de sportives, elle a vraiment montré qu'elle pouvait leur tenir tête, voire même les dépasser, et souvent pour un prix vraiment moindre. En même temps, avec 485 chevaux et 588 Nm de couple, comme dirait Nelson, ça pousse. Et puis ça atteint largement les 300 km/h. Même 20 ans après, en tout cas, les lignes de la GT-R, elles sont toujours aussi époustouflantes et reconnaissables. C'est vrai que ça fait déjà 20 ans, à peu près 20 ans qu'elles sont sorties. Ces GT-R 35, ça nous rajeunit pas, mais elles, en tout cas, elles ont vraiment pas vieilli, ça c'est sûr, au niveau de la ligne. Et ils en ont toujours pas sorti de nouvelles pour l'instant, toujours pas de R36. En tout cas, son style, il est vraiment dicté par l'efficacité ici. Chaque ligne, chaque ouverture, chaque détail a été pensé juste pour l'efficacité. On n'a pas cette recherche de simple beauté comme l'italienne, on va vraiment chercher l'efficacité ici à 100%. Le but, c'est d'optimiser la technologie, l'aérodynamisme, le refroidissement. Et ça, c'était vraiment le cas de toutes les GT-R. Elles ont toujours eu des performances hors normes, toujours eu de la technologie en plus, notamment on va le voir avec l'intérieur, il y a quelques petits détails qui rappellent celles d'avant. Elles ont toujours eu des performances de supercar en ayant des formes assez grosses quand même. On est limite sur des muscle cars en termes d'arche à l'arrière, la coupe du toit, et ça fait quand même des grosses voitures avec des très grosses performances. Pour beaucoup, ça passerait assez inaperçu. Pour Karen, tous les jours, qui va amener ses fils au foot, elle verrait juste une Nissan un peu sportive. Et d'ailleurs, cette forme-là, il faut aller aussi aux générations précédentes pour la comprendre, parce que celle-ci, la R35, n'est pas une Skyline, c'est la GT-R R35, tout simplement, c'est son propre modèle. D'ailleurs, voici à quoi ressemblent les Skyline modernes, ça n'a rien à voir, mis à part la grille à l'avant qui ressemble un petit peu. Mais avant, les Skyline, donc R34 et avant, c'était des modèles, tout simplement, c'est la berline de luxe de chez Nissan, donc voilà. Et après, ils en faisaient des versions très poussées qui étaient les GT-R. GTST, il y avait tout ça, mais il y avait surtout les GT-R en haut. Donc ça restait malgré tout des berlines transformées par la suite en très grosses sportives. Donc les courbes de base étaient assez volumineuses, pour être une berline, quoi, pour avoir de la place à l'intérieur ou autre. Donc voilà, je vous ai montré la dernière des Skyline aussi, qui n'est pas celle-là, la Nissan Skyline. Et puis vous allez avoir la première Skyline ici à l'époque où c'était Prince qui sortait les Skyline avant que ce soit avec Nissan en 66. C'était Prince Motors. Voilà, qui ont sorti la première Skyline. Bref, revenons à nos moutons survitaminés. Avant cette génération, on avait la R34, qui est basiquement une R33 modifiée. Ça dépose. La R32, qui est le Godzilla originel, qui viendra à l'époque détruire toute la concurrence sur les courses. R31 en 85, clairement ma préférée. La R31, c'est celle qui ramènera les fameux 6 cylindres en ligne RB, la première à les avoir. R30, qui ressemble beaucoup à celle-ci, du coup à l'R31, mais qui n'avait pas les RB dedans. Et puis après, les R25, R21 et les R5, quoi. Un autre continent, ça. Et voici donc la Prince Skyline, que je vous ai montré la toute première. On va avoir juste après la deuxième génération ici, les S50. Et du coup, en 68, 2 ans après que ce soit regroupé avec Nissan, on va avoir la Nissan Skyline 3. Donc c'est la première à s'appeler Nissan et Skyline en même temps. En 72, on va avoir la C110. On va avoir juste après la C210. Puis après, on arrive sur les R avec la première R30. Allez, on va retourner maintenant à notre monstre et on va regarder tous les détails extérieurs. À l'avant, on va retrouver la calandre un peu en forme de V, qui est typique de toutes les Nissan un peu modernes. Ici, rien à voir avec toutes les Nissan modernes autres que celle-ci. L'entrée d'air qui viendra refroidir ici le système de freinage. Toutes les proportions ici respirent la performance, l'agressivité. On est à la limite, comme je l'ai dit, d'une muscle car, je trouve, en termes de courbe. C'est très musclé, on adore. C'est pas dans la subtilité, c'est vraiment juste, il faut que ça marche, il faut que ça refroidisse, il faut que ça freine. Et Nissan ont très bien réussi ça. On l'a dit, l'arrière ici est massif, il est très musculeux et surtout en fait il rappelle les anciennes générations, des R30. Toutes les R en fait avaient du coup ces 4 feux ronds ici et on sait qu'on voit une GT-R quand on en voit une à l'arrière. Ils en sortiraient une nouvelle qu'on n'aurait même pas besoin de nous dire que c'en est une. Ils savent le faire, c'est très joli. Les 4 feux ronds, tous ceux qui ont joué aux jeux vidéo connaissent très bien cette arrière. Et en plus, on rajoute à ça les 4 sorties d'échappement. Voilà, il n'y a pas de doute, c'est une machine de guerre. Allez, c'est l'heure d'aller à l'intérieur. Tout d'abord, cette poignée qui était vraiment pour distinguer des modèles classiques de chez Nissan. Ça fait vraiment très voiture sportive et exclusive. Ça va augmenter un petit peu cet engouement de la voiture pour cet attrait sportif ici. On tape les pieds évidemment. Déjà, première chose à remarquer, tout est orienté pour le conducteur.
C'est vraiment le truc typique des Nissan GT-R. Ici, le tableau de bord sera vraiment dirigé vers nous. C'est une voiture de conduite. C'est une voiture pour les gens qui conduisent. On est accueilli par un seuil de porte ici siglé GT-R. Chose aussi très spéciale qu'on voit que sur les GT-R, ça va être le tapis. Au lieu d'avoir quelque chose de brodé par exemple ou une impression sur le tapis au niveau des pieds, ils nous ont mis le logo. C'est le même logo qui est à l'avant par exemple qu'on pourrait mettre sur la calandre et ils l'ont posé tout simplement sur les tapis de sol. On va avoir un écran central qui va nous donner pas mal d'informations ici. Je vous les montrerai un petit peu toutes. C'est vraiment, ça a toujours été le cas sur les GT-R depuis assez longtemps. C'est des voitures très technologiques. On pouvait avoir notamment les forces, la force en G, les informations moteur, transmission ou autres. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à voir ici niveau technologie. D'ailleurs, sur celle-ci, ça a été développé par les développeurs de Gran Turismo. Ici, cet écran central avec toutes ces informations. Petite anecdote plutôt sympa. Pour sortir du véhicule, je vous montrerai la poignée. C'est un design qui date des années 50-60 de tirer comme ceci vers le haut. C'est très sympa qu'ils aient fait quelque chose de différent. C'est ce qu'on veut quand on est dans une voiture un petit peu de sport, surtout quand elle est fabriquée par des marques qui sont plus communes, comme en pensant par l'Audi R8. Ça a des points forts. Ça a des points forts d'avoir des voitures qui sont faites par des marques de gros volume, notamment la fiabilité, l'entretien, toutes ces choses-là en fait. On sait que ça marche bien parce que c'est fait par des gens qui font des grosses voitures de gros volume. Et il y a d'autres trucs après qui sont assez spéciaux parce qu'il faut réduire les coûts, mais c'est pour ça qu'on a aussi des voitures qui sont un peu moins chères. On va avoir par exemple les commandes de vitres qui sont aussi celles du groupe Nissan, les commodos de chaque côté, les réglages bien sûr des rétroviseurs, les sièges chauffants, ici c'est le même réglage ici. Mais voilà, pour le reste, ça reste quand même l'intérieur d'une GT-R. On n'est pas dans une Nissan Skyline par exemple nouvelle génération, on n'est pas dans un Nissan Qashqai. Mais voilà, il y a quelques petits détails quand vous le savez. C'est quelque chose que vous remarquez. Deuxième détail, je vais vous le montrer ici, ça va être les clés. J'ai une clé ici d'une Nissan à côté. C'est la même chose. Alors il y a le logo que GT-R, au moins ils ont changé ça, ce qui est plutôt pas mal. Ça permet vraiment de se rendre compte si jamais tu choisis entre, je sais pas, ton Nissan Qashqai ou ta GT-R, tu sais laquelle tu vas choisir dans tous les cas. Il y a un point que j'aime bien aussi, c'est du détail. On aime bien ici les détails intéressants. Le réglage du siège. Vous savez, tout le monde s'amuse à faire 25 boutons pour régler le siège. Ici, on a juste une molette. Vous levez, ça vous lève. Vous avancez, vous reculez. Vous pouvez le twister pour pencher comme ça. C'est super simple. Pourquoi personne n'a pensé à cette façon-là de régler les sièges? Ils sont tous là avec différents boutons. Toutes les parties du siège sont représentées ici. On a juste ce petit rond ici, ce petit cercle. On twist, on lève, on bouge. C'est génial. C'est vraiment des petits détails, mais des petits détails qui font que on est sur une innovation. Voilà, moi je trouve une belle innovation. J'aime bien les détails à la con. Bon allez, on va essayer de monter à l'arrière de cette GT-R. Vous allez voir, c'est pas le but d'être ici à l'arrière, c'est vraiment anecdotique, ça peut nous aider sur le moment. On rabat le siège, on le laisse sur la position du conducteur. Hop là. Alors par contre, on est vraiment propulsé en arrière, ça c'est sûr. Bon. Au niveau de la tête, c'est pareil qu'une Mustang moderne. Je suis monté dedans, c'est à peu près pareil. Au-dessus d'1,65 m, vous allez avoir du mal à rester droit sur tout le trajet. On est vraiment sur des sièges comme pour la Mustang, pareil, qui nous maintiennent énormément, qui sont très baquets, on va dire, un petit peu ici. Moi, ça me poserait problème sur des longues durées, mais pour des enfants, il n'y a aucun problème. Pour des personnes en dessous d'1,70 m, je pense pas qu'il y ait trop de problèmes non plus. Hop, on va essayer de refermer pour voir. Et sinon, pour le coup, niveau jambes, pour quelqu'un d'1,77 m, c'est ok. Avec la position du conducteur, c'est ok. Franchement, plutôt pas mal. Ouais, pour le coup, assez impressionné pour les jambes. Le reste, ça reste un véhicule qui est coupé, très sportif à l'arrière. Les places peuvent aider, mais c'est pas le but d'y passer des centaines de kilomètres. Allez, sinon à l'arrière, on a les deux haut-parleurs Bose au centre, je vous les montrerai. On va avoir un seul porte-gobelet central ici sur l'accoudoir central, mais c'est plutôt là où passe tout ce qui est transmission, l'arbre de transmission en dessous. Donc juste ici, l'échappement par exemple aussi. Au niveau du coffre ici, c'est vraiment bien pour partir en week-end. On peut même partir en week-end très clairement à deux en utilisant les places de derrière en plus. Mais franchement, en fait, par rapport à la concurrence, il y a de la place. Et on est du coup sur un véhicule, on comprend pourquoi est-ce qu'il est un peu plus gros. Mais au moins on peut l'utiliser si on veut partir en week-end. J'ai fait la SF90 entre l'hybridation, le moteur central arrière. Il n'y a aucune place, et ici franchement il y a de la place. Sous le capot moteur se cache de la belle mécanique. On est sur le V6 biturbo 3,8 litres qui est connu bien sûr sous le nom VR38 DETT. TT pour Twin Turbo. Selon les années, la puissance varie. Vous allez voir, le propriétaire il va nous en parler aussi un peu plus en détail avec ses connaissances dessus. Mais en gros, ça commençait vers les 480 chevaux. Il y avait 530, ça montait à 600 chevaux pour les dernières versions en Nismo. Sur les générations juste après celle-là,
Ici, c'est les toutes premières à être fabriquées. Par la suite, en fait, il y aura une petite plaque marquée dans le moteur pour le Takumi qui l'a fait, l'artiste qui a fait le moteur de A à Z. Et donc voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent sur les AMG, sur les Aston Martin, mais pas forcément sur les japonaises. Donc voilà, cette signature, je vous en montre ici un exemple. Ça prouve vraiment à quel point Nissan veut montrer que ça a été fait avec soin, que c'est des objets d'art qui ont été faits avec soin. Et un petit peu aussi, pour concurrencer un petit peu aussi les européennes. Ça, la mouche, tout à l'heure. La puissance de ce moteur, elle est transmise aux roues grâce à une boîte robotisée, une transmission intégrale bien sophistiquée aussi. Et le résultat est spectaculaire, hein. Les accélérations sont violentes, enfin on pense bien évidemment 4 roues motrices, on va avoir presque 500 chevaux. Donc oui, évidemment que ça pousse, comme dirait Nelson. Et malgré la puissance, en fait, la motricité est juste géniale. Ça a toujours été le point fort des GTR. Niveau performance, cette voiture est assez exceptionnelle. On a un 0 à 100 qui est à 3 secondes, puis en dessous des 3 secondes pour les générations d'après. C'est très excellent avec les 4 roues motrices, la tenue de route. Enfin, vous verrez pendant qu'on va faire l'essai, mais c'est une voiture à sensation, une vraie catapulte. Grâce à sa transmission intégrale, sa technologie très avancée, son équilibre, c'est une voiture qui donne vraiment confiance. Après, c'est pas non plus à mettre entre toutes les mains, hein. C'est pas une Golf R, ça c'est sûr. Un Golf R, pardon. Bref, tout ça, c'est ce qui lui a permis de rivaliser avec les Porsche, les Lamborghini, les Ferrari, les Aston Martin. Évidemment, les Aston Martin, ça c'est sûr. Mais voilà, tout ça avec un prix moindre, de la technologie partout et de la fiabilité. Allez hop les amis, on va se retrouver pour l'essai, mais d'abord écoutez-moi ce démarrage. Et puis on va aller essayer la japonaise ultime. Alors, rentrons dans cette GTR R35 au volant. Et donc là on a une direction qui est progressive en mode normal. Tout à l'heure tu nous as montré, il y a les modes ici, je vous les montre, hein, comment les changer pour les mettre en mode R, hein, en mode GTR tout simplement. Et ça en drive, on a juste à mettre en haut. Quand c'est en rouge, c'est que c'est bon. Ouais. Et là la direction elle est encore plus précise, plus incisive et ça se ressent vraiment. Pareil, ça prend les tours, ça monte dans les tours, les vitesses se changent plus tardivement. Et tout à l'heure, quand tu l'as essayé, du coup, la voiture vraiment, ça marche bien. Tu l'as poussé toi. On sent vraiment les 4 roues motrices, ça grippe direct. Et vraiment, pour le coup, de direction très incisive, ça c'est super impressionnant. Là, on fait une petite accélération à 1/3 de la pédale d'accélération. Ça donne déjà de grosses sensations. Je peux la forcer si jamais je mets un coup de palette, elle va même en drive, elle va vouloir descendre en rapport. Ouais. Là, je devais être en 3ème, c'est ça? À peu près. Tu dois être en 3ème, c'est marqué là. Ah oui, 4 là maintenant. Ah oui, maintenant 4. Le point de vue qu'on a, on est assez haut pour une très grosse sportive, pour une supercar, hein, on est assez haut. On voit bien les belles bosses avec les entrées d'air du capot. C'est une position de conduite très agréable, très peu de compromis en fait. Alors c'est pas aussi confortable qu'une Mercedes classe S, bien sûr, hein, ça c'est sûr. Mais franchement, elle reste très utilisable. Hein. Elle reste très utilisable, peut-être pas au quotidien parce qu'elle a quand même bouffé des pneus, mais tu peux le faire quoi. Ça se fait. Après, elle n'est pas faite pour le confort, elle est faite pour la performance. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on disait, il n'y a pas de fioriture dans la voiture. Mais l'avantage, c'est que tu peux l'utiliser au quotidien. C'est ça. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Ouais. Là, je vois pour une fois un côté positif à avoir des cyclistes devant. Il y a le côté positif. Et niveau frein, j'ai l'impression là que j'étais à 50% du freinage et ça freine. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça a été co-développé avec l'équipe de Polyphony Digital, les développeurs de Gran Turismo. Et donc du coup il y a toutes ces informations là quoi. À la base, la R35 elle est sortie parce que Nissan était en faillite. Et le patron, l'ancien PDG de chez Nissan, était un grand copain du créateur de Gran Turismo, pardon. Ouais. Donc il a donné carte blanche à Polyphony Digital pour justement créer la R35. Il a juste dit je veux les 4 feux arrière de la Nissan GT-R 34. Ouais.
Et cette voiture, elle a été faite exclusivement pour Gran Turismo. D'accord. Et en fait, quand ils l'ont sortie après, là, pulvérisé tout le monde, parce qu'en fait, elle a été développée à partir d'un jeu vidéo. Ok, incroyable. En fait, elle est à 100% faite par Polyphony Digital, mais en fait, elle correspond à 99% à Gran Turismo. Toutes les sensations qu'on a dans Gran Turismo, c'est ce qu'on a. Ah oui, bah oui, du coup, oui. Ouais. Parce que c'est une voiture qui a été créée pour le jeu. C'est ça, la reproduction, du coup, ouais, c'est ça. Du coup, en fait, après, vu que la popularité qu'elle a eue dans Gran Turismo, ils l'ont créée après. Ok. Et aussi, tu me disais, quelle police qui a récupéré une GT-R 35 ? La police au Portugal, en fait, avait récupéré des trafiquants de drogue qui roulaient en Nissan GT-R 35. Ouais. Et donc, au lieu de la mettre à la casse, ils ont récupéré le véhicule et ils s'en servent justement pour le don transport de don d'organes. Les transports rapides de don d'organes, un foie, un cœur qui doit être transplanté, bah, au moins il est sécurisé et il peut être rapidement emmené à un autre hôpital, quoi. Entre le temps de prélèvement et la greffe, il faut que ce soit rapide. Et quoi de mieux qu'une GT-R, franchement. Il y a la place, on va mettre la glacière derrière. Regardez, hop, là, on va aller livrer un cœur. Et puis les turbos, ils mettent pas tant de temps que ça au final à spool non plus. On n'est pas perdu. C'est un biturbo en plus. T'as un biturbo. Bah ouais. Alors, t'as le petit turbo en bas régime. Ouais. Et tu as le turbo en fait qui vient compléter, par exemple c'est la 2005 qui vient compléter en fait. Ok. 0 à 100 en 3 secondes, c'est pas rien. Environ 500 chevaux. Si tu me parlais des chevaux, du coup il y a quelque chose de... Moi j'avais les chiffres officiels 485 chevaux. Et toi du coup tu m'as dit qu'il y avait d'autres informations par rapport à ça? Ouais, parce qu'en fait les moteurs d'origine, en fait si vous prenez les moteurs d'origine de la Nissan, ouais. À la base, ils sont annoncés à 489 chevaux et pas 485. Ok. Et donc ça, c'est quand ils arrivent chez Nissan. Et en fait, chaque Takumi, en fait, ils sont 4, doit préparer le véhicule pour son client. Et en fait, chaque Takumi prépare des réglages. D'origine la plus basse 2009, elle a été mesurée à 515. Ok, ah oui, d'accord. Sortie d'usine, en fait. Ouais, ok. Bah, du coup, ils se font leurs propres réglages et il y en a peut-être qui sont réputés. Il y a un Takumi peut-être qui met plus de chevaux que les autres, quoi. Voilà, après, tout dépend la demande du client. Ok. Tous ces petits détails qui font que la voiture est aussi intéressante. C'est pas juste une plaque, tiens, c'est Auchan qui a fabriqué cette voiture. Il y a plus de détails encore, quoi. C'est super intéressant. Mais la voiture, par contre, est aussi d'une simplicité à prendre en main. Elle est pas traître, après moi je la pousse pas comme toi tu la pousses, hein, bien sûr, mais c'est très sympa. Après elle a son gabarit, faut prendre le gabarit en compte. Ouais, c'est une grosse sportive avec des performances de supercar, quoi. Toi ça fait longtemps que tu l'as la voiture? Depuis 2019. 2019. Niveau entretien, faut compter un très bon entretien, un entretien de supercar, quoi. Ouais, un entretien de supercar. Par exemple, l'huile de boîte de vitesse, il faut compter 2000 €. On va dire qu'il faut compter à peu près 1000 € pour changer les 4 pneus. 1000 € pour les 4 pneus qui s'usent assez vite vu que c'est une 4 roues motrices. Après ça s'use, ouais c'est... Enfin moi. Ouais, c'est du consommable. Ouais, c'est du consommable. C'est ça. Après tout dépend comment on roule. Hein. Et t'arrives, bon c'est un truc où il n'y a pas trop d'intérêt à en parler, mais niveau consommation, si jamais tu voulais être économique, c'est pas le but de la voiture, on est d'accord. Mais tu peux tomber à combien minimum? Alors au minimum, elle peut tomber à 12 litres. Bah, après c'est du 16 litres, 16-18 litres. Et ben merci en tout cas, merci pour ça. Bon, on vient de rentrer du tour et j'avais un détail auquel je viens de penser ici. Je sais pas si on le voit bien, mais il est marqué Premium Midship. En fait, ça va être du coup le châssis de la voiture, la plateforme plutôt de la voiture, hein, sur laquelle elle est fabriquée. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de le mettre sous le capot? Pourquoi pas, hein, les gars de chez Nissan. Donc voilà, Premium, parce que c'est un véhicule Premium Midship, parce que Mid, c'est pour le moteur qui est vraiment remis vers le centre ici, rapproché du milieu. Et puis Ship, bah, c'est véhicule, quoi, tout simplement. Bon, vous avez compris pourquoi cette voiture est une légende maintenant. Si vous l'avez toujours pas compris, elle combine technologie de pointe, la transmission intégrale est redoutable, le moteur il est devenu mythique, mais bien sûr son entretien il demande un certain budget. Mais si vous recherchez une sportive qui est vraiment capable d'offrir des sensations exceptionnelles tout en étant très utilisable au quotidien, bah c'est une erreur qu'on peut conseiller. Hein. Et on parle vraiment plus que de sportive ici, on parle de supercar. Allez hop, la GT-R, haut dame score.
Et on va commencer le Damscore avec le week-end. On va commencer par le style. C'est un 6 sur 10. C'est une voiture qui n'a pas pour but d'être magnifique, malgré qu'elle ait vraiment des points très attractifs, notamment les feux arrière, cette grosse carrosserie de muscle car par-dessus. Mais voilà, on est sur une voiture qui a le côté performance avant tout, avant le côté style tout simplement. C'est un 6 sur 10. Au niveau d'accélération, c'est un 10 sur 10. 3 secondes pour le 0 à 100, que dire de plus? Voilà, rien d'autre. 10 sur 10. Au niveau de la tenue de route, ça sera un 9 sur 10. C'est un véhicule qui est 4 roues motrices et un peu lourd et un petit peu haut du coup par rapport à sa concurrence directe. Mais en fait, ça reste quand même exceptionnel. Tout est pensé pour que ça marche bien. Ici, ça marche comme un 9 sur 10. Au niveau du fun à conduire, c'est un 8 sur 10. C'est vraiment très fun. Ça manque peut-être un peu de sonorité. Peut-être qu'on est trop habitué à des GTR modifiés. À des GTR trop modifiés ici. Mais voilà, c'est hyper fun. Vous entendez les turbos s'actionner à la suite. L'échappement est vraiment bien. La voiture est vraiment super sympa. La direction est très incisive. On a quelque chose qui répond très très bien à la route. Au niveau du coup, la croisée, on est sur un 7 sur 10. C'est un véhicule qui, c'est vrai, passera en dessous des radars pour beaucoup de personnes ne s'y connaissant pas en voiture. Mais pour les autres, c'est un carton. Voilà, c'est un peu une voiture, tout le monde aime, quand on est dans la communauté des voitures, tout le monde aime voir une GTR. Le total du week-end, c'est un 40 sur 50, c'est très très fort. On va la comparer notamment à l'Audi TT RS+, qui est à 36 ici, juste en dessous. C'est des véhicules qui sont assez comparables, c'est un peu l'évolution de l'Audi TT RS+, ça va être une GTR, on est tous les deux sur des véhicules turbo 4 roues motrices, et à peu près de la même année ici. Au niveau du daily, on commence par les équipements, on est sur un 5 sur 10, c'est un véhicule qui a tout ce qu'il faut, mais pas plus, pas de fioritures. Il y a tout ce qu'il faut. Au niveau du confort, c'est un 4 sur 10. C'est vrai que par rapport à la TTRS, c'est quelque chose qui est un peu plus sportif, moins confortable d'un autre côté. Mais franchement, c'est pas pour déplaire. Au niveau de la qualité, pareil que l'Audi TT-RS, ici on est sur un véhicule japonais de qualité, assemblé à la main. Les pièces sont majoritairement fiables, donc c'est vraiment super. Au niveau de la pratique, ce sera un 4 sur 10. C'est un petit peu mieux que l'Audi TT. Voilà, on gagne quelques petits points avec un petit peu plus de place, notamment pour les genoux. Voilà, mais ça reste quand même des places arrière qui sont anecdotiques, comme j'aime bien dire. Mais c'est plutôt pour mettre des bagages, quoi. Au niveau de la valeur, c'est un 6 sur 10. C'est des véhicules qui sont quand même assez recherchés encore, c'est des véhicules de la culture JDM, la culture pop limite, avec beaucoup d'apparitions dans des films, et dans la culture des jeux vidéo aussi, donc c'est des véhicules qui prennent un petit peu en valeur, avec les propriétaires qui peuvent enfin se payer ce genre de voiture, tous ceux qui ont grandi avec des Gran Turismo ou autres, vont pouvoir commencer à se payer ce type de véhicule, donc l'attrait est augmenté. On est à 26 sur 50 pour le côté daily, ça nous fait un total de 66 sur 100, c'est assez exceptionnel d'avoir un score aussi haut. On bat l'Audi TT RS+, de 2 points uniquement, parce qu'elle la bat de 4 en week-end, mais elle perd 2 points du coup en daily par rapport à l'Audi TT RS+. Et puis voilà, je la compare ici aussi si vous voulez aux autres voitures, dont la Ferrari SF90. Au final, elle arrive quand même à pas mal titiller ce genre d'hypercar. Je pense qu'on est même limite à une hypercar pour la SF90 de 1000 chevaux. Et franchement, ça tient la route. Mais la comparaison avec l'Audi TT RS+, je pense, est plutôt pas mal. 4 roues motrices, pareil, moteur turbo et assez récent. Donc voilà, si vous avez un véhicule que vous voulez que j'essaye, pas forcément pour battre, si vous avez quelque chose qui pourrait battre selon vous cette Nissan GT-R 35, n'hésitez pas à me le proposer. Et sinon vraiment de tout, ça va de la Yaris TS à la BX Evasion en passant par une vieille Giulia GT Junior et puis des voitures récentes. Donc n'hésitez pas à me contacter sur Instagram pour ça. Dites-moi vous en tout cas ce que vous en pensez en commentaire de cette GT-R. Est-ce qu'elle reste vraiment la meilleure, le top du top de la japonaise, ou est-ce que vous préfériez par exemple une NSX, une Supra ou autre? N'hésitez pas bien sûr à me le dire. Et puis on met la cloche, on s'abonne, on met le like, tout ça vous connaissez. Et on se retrouve tous les samedis à midi pour un nouvel essai, une nouvelle présentation. Et ben voilà.